Bonsoir. Une réforme souhaitée dans la commercialisation du cacao, c'est ce qui ressort du dernier courrier adressé par le GNI, c'est le groupement des négociants ivoiriens, au Conseil Café Cacao. De quelle réforme s'agit-il exactement? Quels sont les objectifs poursuivis par le GNI? Les réponses en tout début d'émission. Parlons maintenant de football. On connaît désormais la liste des candidats à la présidence de la CAF. La FIFA a validé ce mardi 26 janvier 4 candidatures au fauteuil présidentiel de l'instance dirigeante du football africain. Les détails dans le Life Actu. Et hors de nos frontières, le Mali vient de tourner une page de son histoire. La junte au pouvoir depuis 5 mois a été officiellement dissoute. Nous y reviendrons dans quelques instants en compagnie de Sophie Aïda. Et ce soir, nous recevons M. Célestin Kouala. Il est directeur général du logement et du cadre de vie au ministère de la Construction, du logement et de l'urbanisme. Avec lui, nous traiterons entre autres de la question du logement en Côte d'Ivoire et du contrat sécurisé de bail à usage administratif. Débats et analyses, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Bonsoir, oyez, oyez. Comment allez-vous, chers team? Je ferai des salutations individuelles tout à l'heure, rassurez-vous. Okay. Tout à l'heure, il y avait été question d'usage administratif. C'est plutôt d'habitation. Voilà. La baffe de l'IDO, ça sera pour tout à l'heure. Sur ce, bonsoir, monsieur Kouachi. Comment allez-vous? Bonsoir, Brice Sano. Bien, merci à vous. Très, très bien. Génial. Merci. Rabia Diallo, tout en couleur. Beige. Bonsoir, comment ça va? Ça va et toi? Oui. Edith Broubleu, oui. qui est très très forte en couleur, comprenez pourquoi, oui. En peinture, je voulais dire. Oui. Comment s'appelle la couleur de la tenue de Rabia? Bah, c'est de l'orange pastel, on pourrait dire. Du jaune orangé? Moi, peut-être du jaune orangé, un peu vers ce style. Un camailleux de jaune. Ouais. C'est un jaune, je ne sais pas si c'est un jaune. C'est un camailleux, oui. Un tableau. Mais en fait, ce que je voulais dire à Rabia, c'est que j'ai envie de croquer son vêtement dans le bon sens. Ce qu'elle m'a dit tout à l'heure, en plus, là. Oui, en fait, ça me rappelle un gâteau qui est très connu ici à Abidjan, qu'on appelle exotique, qui a la même couleur. Quand je l'ai vu, quand elle m'a dit, j'ai dit, ne me dis pas ça, s'il te plaît. Je connais ce gâteau et très franchement, c'est pas bien d'en parler là tout de suite là comme ça. Ah bon, ça te donne envie. C'est pas pêche? Hein, pardon? Un gâteau, non. Ouais. Non, j'ai entendu croquer. Moi, tout de suite, quand j'entends croquer, je pense à mordre. Dans les deux comme ça. Ça va, je dis ça, je dis rien. La Saint-Valentin, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Merci beaucoup. On va beaucoup mordre des gâteaux. Madame Bleu, comment allez-vous? Très bien. Et très, toi, très Anno Merci Brice? beaucoup. Très, très bien. Ouais. Sophie Aïda, vous êtes la seule à boire chaud sur le plateau. Il y en a qui boivent frais, chaud. Ouais. C'est bien chaud. Ouais. Shine, hot, shine. Oh, si, mon ami. J'aime quand elle dit ça. Jimmy, vous êtes sur le plateau? Oui. Les derniers réglages. Voilà. Non, Jimmy, voilà, Jimmy. Bonsoir, Jimmy, comment ça va? Bonsoir. Ça se passe bien, Jimmy? Salut, Jimmy. Vous pensez qu'on est chez William midi ici, Jimmy? Bon, allez, on commence tout de suite avec l'actualité du jour. Les points sérieux, c'est dans le Life Actu. À tout de suite. Je crois que Willy, il a une mauvaise influence sur les gens dans cette télévision. Ça se répand. Bon, il est question de cacao avec notre premier point, nous sommes en économie. Les négociants ivoiriens, on le disait tout à l'heure, pour une réforme du système de commercialisation. Edith Broubleu, de quoi s'agit-il exactement? Déjà, le secteur du cacao en Côte d'Ivoire est assez tendu ces derniers mois. Donc, on avait déjà, il y a quelques jours, et même hier, on en parlait, on avait les producteurs de cacao qui se plaignaient de la mévente. Et maintenant, on a les négociants ivoiriens qui rentrent dans la danse et qui se sont adressés dans une lettre au Conseil du Café Cacao, donc le CCC, et ils demandent au Conseil du Café Cacao de faire des réformes, de réguler le secteur et de prendre des mesures urgentes pour reformer le système de commercialisation extérieure du cacao, afin que les exportations de fèves non transformées soient attribuées aux Ivoiriens. Donc, ils ont fait un état des lieux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 6 multinationales qui sont installées en Côte d'Ivoire, donc Cargill, Barry Callebaut, Olam, Touton, Sugden et Ecom, qui achètent 100% de la récolte chaque année. Et 3 de ces 6 multinationales achètent à elles seules 75% de la récolte et cumulent la licence de transformateurs et exportateurs de fèves. Donc,
Le GNI, dans ses plaintes et dans ses recommandations, juste rappeler le contexte également du GNI, qui est une organisation qui regroupe 15 petits exportateurs et broyeurs ivoiriens. Et qui vous relativisez quand vous dites 15 petits, vous relativisez. Oui, je relativise par rapport aux 6 autres qui sont des multinationales. C'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif, absolument pas. Et qui dispose, cette organisation, ce groupement, dispose d'une capacité d'achat et d'exportation estimée à 300 000 tonnes de fèves de cacao, sachant que chaque année, en moyenne, la Côte d'Ivoire produit 2 millions de tonnes. J'avais besoin de mettre ce contexte avant de continuer. Donc, cette organisation, ce groupement de négociants ivoiriens demande à ce que le Conseil du café cacao impose aux multinationales d'acheter des fèves et des produits semi-finis avec elles. Ils souhaitent que ça soit inversé et qu'au lieu d'acheter directement, que ce soit ces exportateurs, ces 6 multinationales qui exportent des fèves directement à l'étranger, qu'elle passe par elle, en fait. Déjà qu'elle achète 75% à elle toute seule. Voilà, que ces multinationales passent par leur groupement pour acheter des fèves semi-finies avant de les exporter. Et parmi leurs préoccupations également, leurs demandes, ils exigent également que les fèves non transformées en Côte d'Ivoire soient attribuées donc à eux, exportateurs ivoiriens, et aux structures exportatrices appartenant au CCC. Donc, ils font entendre leur voix. Ils veulent pouvoir encourager la transformation locale. On en parle régulièrement ici. Encourager la transformation locale, créer des champions locaux. Parce qu'on sait très bien que la production de cacao n'est pas consommée complètement au plan local. Donc, ils veulent vraiment faire bousculer ce secteur. Et on sait également qu'on est dans une situation où, malheureusement, la plupart des fèves sont coincées dans les conteneurs au niveau des 2 ports d'Abidjan. Donc c'est la situation dans laquelle se trouve Abidjan. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est très intéressant que ces personnes-là se retrouvent en groupement de négociants, parce que déjà, on est plus fort quand on est ensemble, quand on est unis. Donc déjà qu'ils sont unis, qu'ils se retrouvent en groupement. Et c'est sûr que leur voix se fait déjà entendre. À partir de là, je pense que ça fait bouger un peu les lignes quand même. Oui, il est temps qu'elles bougent, ces lignes-là aussi. Parce que c'est déjà 75% donc de tout ce cacao-là pour ces 6 exportateurs, en plus de la licence de transformation. Je pense que c'est quand même un peu trop. Ils contrôlaient le game. Ils contrôlaient vraiment le game. Donc le GNI demande à ce que ce monopole soit cassé et soit réparti, et que de manière juste. Voilà, de manière juste dans la hiérarchisation, que ce soit d'abord eux, GNI, avec leurs 15 sociétés, qui puissent d'abord avoir ces 75% d'exportation de fèves de cacao, et qu'elles puissent faire la distribution aux autres. Voilà. Ah, donc ils veulent les 75% d'exportation déjà aussi. On va dire dans ce sens, en fait. Voilà. Et bon, en fait, c'est tout bénef. On va passer à un autre sujet, parce que je crois que déjà, ce qui est dit, les négociations sont en cours, les tractations sont en cours. Oui, les négociations sont en cours, et l'objectif, c'est d'éviter un blocage de la commercialisation du cacao pour cette campagne. D'accord. Merci beaucoup, Madame Bleu. On parle sport à présent avec vous, Serge. Il est question de l'élection de la présidence de la CAF, et les candidats sont connus. Oui, les candidats sont connus, et on va parler d'actualité. Aujourd'hui, nous sommes le 27 janvier 2021. Vous comprendrez pourquoi est-ce que je plante le décor avec la date, puisque quand on parle de football, de sport, mais vraiment de football, il y a quand même quelques, on va dire, un peu comme de la fiction des séries. Je n'ai pas votre attention et ça me perturbe un peu. J'espère que je l'ai maintenant, c'est bon. Génial. Alors donc, 27 janvier 2021, pour l'actualité, nous avons donc Patrice Motsepe, le milliardaire sud-africain, et Ahmad Yahya, qui sont autorisés à se présenter. Voilà, ça c'est l'information qu'on a à chaud là comme ça, puisque la commission d'examen des candidatures de la FIFA souligne que les 2 hommes peuvent se présenter à l'élection du 12 mars, où ils affronteront l'Ivoirien Jacques Anoma et le président de la fédération sénégalaise, Augustin Senghor. Et pour rappel, parce que ces 2-là ont été précités, une déclaration de la FIFA avait indiqué le 8 janvier dernier que des vérifications supplémentaires étaient nécessaires avant une décision finale concernant le milliardaire sud-africain Motsepe et Yahya, le président de la fédération mauritanienne. Donc du coup, on avait pour l'instant que 2 candidats qui étaient le Sénégalais et l'Ivoirien Jacques Anoma.
Et puis un jour plus tard, donc le 9 janvier, le président par intérim de la CAF, Constant Omari, a organisé une réunion du comité d'urgence, à la suite de laquelle il a été déclaré que la FIFA déterminerait l'éligibilité des candidats. Ok ? Parce que là, tout va bien. Presque bien. Presque bien, en tout cas pour certains. Pour d'autres, peut-être pas. Les candidats donc devaient être entendus demain, 28 janvier, au Caire, dans le processus de vérification qui a été annoncé plus haut. Mais tout porte à croire que cette rencontre n'aura pas lieu, on ne les entendra pas, puisque la FIFA a tranché. Vous me demanderez pourquoi est-ce que la FIFA vient trancher dans cette affaire de la CAF, mais je vous répondrai en vous disant que la FIFA est vraiment bien impliquée dans cette histoire de la CAF, puisque le président de la CAF est censé être de facto le vice-président de la FIFA. Donc du coup, cette instance-là qui gère le football mondial a vraiment son mot à dire en ce qui concerne l'élection du président de la CAF. Son regard à porter, mais son mot à dire, et on le constate aujourd'hui. Parce que c'était demain la rencontre au Caire et elle n'aura, je pense, pas lieu puisque la FIFA a tranché. Alors, pendant tout ce temps-là, on a, depuis la première déclaration, on a un candidat, donc le président de la fédération mauritanienne, M. Yahya, qui avait bien fait entendre son coup de gueule à un moment, avec une lettre même qu'il avait envoyée le 8 janvier, adressée au chef par intérim de l'administration, donc le secrétaire général de la CAF, où il disait en ces termes, et je cite, « Des règles précises de la CAF ont été radicalement violées ». Pour ne dire que ça, annonce avant la date prévue du 11 janvier, parce que c'était prévu le 11 janvier, mais bon, on a eu cette annonce là bien avant, notamment le 8 janvier. Communication imprudente autour d'éléments partiels, pour ne citer que cela. En tout cas, il n'était pas content du tout. Quant à l'autre candidat, le milliardaire Motsebe... Est-ce qu'on peut le dire son nom sans dire milliardaire? C'est bien de préciser, parce que selon Forbes, il fait partie, je pense, des 10 personnes les plus Oui, mais moi je connais des voilà. milliardaires, je ne le dis pas, le milliardaire bon, alors, qui je connais. Propriétaire de Mamelodi Sundown, le club sud-africain si vous préférez. Ben voilà. Moi j'aime bien l'appeler le milliardaire. Et vous comprendrez pourquoi. C'est Et vous vraiment comprendrez déterminant. pourquoi. Puisque comme le dit un adage, les tonneaux vides font du bruit et les pleins ne font pas de bruit. Donc justement, par rapport à cette situation-là, lui il n'a rien dit. Il n'a rien dit du tout. Il se contentait juste d'effectuer des petits voyages pour rencontrer les présidents de fédérations en Afrique de l'Ouest, pour leur expliquer son programme, parce qu'officiellement et publiquement, il ne s'était jamais étalé sur son programme par rapport à la CAF. Il a même rencontré Joseph Anouma le 21 décembre dernier. Jacques Anouma le 21 décembre dernier, autant pour moi. Ils ont parlé d'une possible ou d'une éventuelle convergence entre les deux. Et jusque-là, on ne savait pas qu'il allait finalement être retenu par la FIFA. Maintenant que c'est fait, on attend de voir, les dés sont jetés. Allez à Jacques Taï. Tiens, Duralex, c'est de l'ex. Mais non, mais moi je vous Non, mais dirais, on pourrait faire un la tour des loi- expressions latines. La loi, c'est la FIFA. Je ne sais pas comment ça se dit en latin, mais je pense que pour ce cas précis... Bon, bah, en tout cas, c'est la cassade de la FIFA. la cassade de la FIFA qui continue sur le continent. Voilà, donc avec la CAF cette fois. En tout cas, tous nos encouragements pour notre candidat national. On a une Sénégalaise sur le plateau. Alors, non, elle est sur ce plateau. Mais moi, Tu j'ai soutiens la toujours- Côte on n'a d'Ivoire. toujours pas la réponse sur cette précision milliardaire. Moi, je suis toujours Non, mais sur ma faim. non, mais En quoi est-ce que... Je suppose que c'est déterminant, mais en quoi? non, Alors, enfin, déterminant, mais quand vous comprenez un peu le récit que je viens de faire, alors, on a les deux premiers candidats qui sont annoncés. Bon, on sait très bien que dans le monde du football, plus vous avez d'argent, plus vous avez de chances de vous faire Je entendre. tiens à signaler que Hein nous sommes nous sur sommes- un mode spéculation en ce moment. Mais non, mais là, elle me pose une question après tout le récit que je viens de vous faire qui énonçait les faits. Donc là, maintenant, on peut rentrer dans des spéculations. Je peux donner mon avis. Ouais. Pourquoi est-ce que j'insistais sur le mot milliardaire? On sait très bien que dans le football, plus vous avez de l'argent, C'est l'argent plus qui vous parle. avez Non, mais la chance de vous faire entendre. Et les résultats peut-être de ces fédérations-là. On sait par exemple que la Côte d'Ivoire a quand même eu à gagner un trophée. Moi, j'adore mon pays. Mais voilà, le Sénégal n'est jamais rentré, l'équipe sénégalaise n'est jamais rentrée avec une Coupe d'Afrique. Hein? Mais non. Mais si on devait Jamais, aller, si on devait aller, non, non, jamais. le Sénégal n'a jamais gagné. Non, attends, Mais si on devait aller- si on même devait pas aller une sur seule. ce- On est allé en finale plusieurs fois, on n'a jamais gagné. non, t'inquiète, je sais. Ah, N'imaginez tu pas, m'as fait- j'ai eu peur, n'imaginez moi. pas Si la on devait aller réaction sur- des gens. Si on devait aller sur ce C'est point-là, peur. je pense que c'est l'Égypte qui serait. On aurait un candidat d'Égypte qui serait président Non, de la CAF, Cameroun. mais il ne s'agit pas de ça. Ah oui, mais Cameroun, Ouais, voilà, non, on le peut Cameroun, comprendre. Excusez-moi, mais le Après, Cameroun n'a oui, pas autant d'étoiles que On a un l'Égypte.
plateau je pense. panafricain, donc ça Mais va. Chacun défend ses lignes. Le Cameroun a Je vous autant en veux d'étoiles que pas. l'Égypte, Maintenant, attention. d'accord. Alors, Mais quand même, il vous faut avez fait savoir, votre pour temps, terminer, que notre très cher Joseph Anoma, Jacques Anoma, Anoma. qu'est-ce que Si vous j'avais, dites Joseph encore, Jacques Anoma s'est présenté à l'époque du Tout-Puissant et à tout. C'était en 2013, mais Camerounais. malheureusement. Voilà, Je sais, Camerounais, ouais. justement, qui a tout fait, on va Oui. dire, pour éviter que d'autres personnes viennent voilà, le déranger. Rien du comprends pas, tout, c'est rien du terrible, tout. hein. Mais C'est- attendez, souvenez-vous, on avait cette fameuse Que de spéculations. loi qui, sur ce Non, et ça c'est un fait, c'est pas une spéculation, cette fameuse loi On qui, peut rappeler qui la venait durée de vous son dire que mandat, si vous même. n'étiez pas si vous n'aviez pas été membre du comité exécutif ou n'étiez pas membre du comité exécutif, vous ne pouviez pas vous présenter. Cette loi qui devait être votée au niveau de la CAF était censée écarter toutes ces personnes-là, notamment Jacques Anoma, qui n'était pas dans le comité exécutif de la FIF. Bon, Mais maintenant, il bref, est là. Aujourd'hui, il est là, Alléluia. effectivement. Donc, voilà, ne me demandez pas qu'est-ce que j'ai contre les Camerounais, mais Jacques, Issa Hayatou, très franchement, il a fait son règne, c'est passé. Oui, quand Maintenant, même. mais lui aussi, j'ai pas dit milliardaire parce que voilà, on ne s'étend pas forcément sur ça, mais comme je le dis et je le répète, plus vous avez d'argent dans le monde du football, plus vous avez de chances de vous faire entendre. Voilà pourquoi j'insistais sur le fait que notre très cher Motsebe est milliardaire et qu'aujourd'hui, finalement, il se retrouve parmi les 4 candidats. Merci beaucoup. D'accord. Je rappelle que c'est une interprétation. Que de Voilà, c'est un point de vue. spéculation. Bon, voilà. C'est Quelqu'un mon point de aurait vue. dit cogito ergo sum. Ça sort On comme a ça fait une ce soir. session en latin En spécialement. latin spécialement. Très bien. Avec vous, Sophie, on s'intéresse à un sujet que vous avez suivi depuis le déclenchement d'une certaine crise. C'est la junte malienne, le CNSP. CNSP, Le oui. CNSP, donc, qui est officiellement dissoute après 5 mois. Exactement. 5 mois pour le push. Justement, oui, donc c'est une dissolution qui était la volonté de la CEDEAO. Donc on le sait et donc c'est officiel. Donc le CNSP, donc le Comité national pour le salut du peuple, qui était donc un organe qui avait été formé par les militaires qui ont renversé le 18 août 2020 le président malien Ibrahim Aboubacar Keïta, donc est officiellement dissous selon un décret du 18 janvier 2021 qui a été publié le 26 janvier 2021. Alors on rappelle quand même que, en effet, sous la pression de la CEDEAO, les militaires avaient mis en place des organes de transition, notamment au niveau de la présidence, du Premier ministre, du gouvernement et également d'un organe législatif. Et donc selon cette charte de transition, lorsque ces organes ont été créés, le CNSP devait donc disparaître. Donc ils ont attendu et puis finalement cette décision qui devait tomber normalement depuis septembre 2020, lorsque ces organes justement de transition avaient effectivement été mis en place, peinaient à se produire, cette dissolution peinait à se produire. Mais le 12 janvier 2021, une mission de haut niveau de la CEDEAO avait été envoyée au Mali, puis dans un communiqué avait encore une fois réclamé la dissolution du CNSP. Ils avaient dit en leurs termes qu'ils souhaitaient qu'elle soit formellement dissoute. Et puis, à nouveau, le 23 janvier 2021, lors d'un sommet ordinaire de la CEDEAO, les chefs de l'État de l'Afrique de l'Ouest s'étaient inquiétés, encore une fois, de la non-dissolution de cet organe. Et puis, à la suite de quoi, le président Badao avait donc alors informé ses homologues ouest-africains de l'adoption d'un décret de dissolution du CNSP. Enfin, puis il a aussi dit en ces termes que sera rendu public incessamment sous peu cette dissolution, ainsi que la soumission dans les jours à venir de la feuille de route de la transition pour adoption par le CNT. Donc selon les termes du communiqué final de cette conférence. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que le Mali marche vers une possible transition dans la paix. En tout cas, on l'espère. Et puis peut-être qu'on espère surtout que ce changement va le Mali, oui, et puis redonner un nouveau souffle, oui, tu vois, un nouveau souffle au niveau de ce gouvernement de transition pour qu'on puisse avoir des élections. C'est vrai que même s'il ne fonctionnait pas, même si on ne peut pas imaginer qu'il était très très fonctionnel, mais déjà pour la symbolique, ça dérangeait. Ouais, qu'il y ait un c'est organe ça. militaire qui contrôle un petit peu on se disait, cette ça peut transition. être un gouvernement parallèle, déjà de le dissoudre, parce que l'insistance des chefs de l'État était grande. En fait, la crainte des chefs d'État, c'est que ce Conseil national ne se
substitue. Voilà, se substitue et s'éternise en fait Exactement. en trouvant des arguments à chaque fois, des arguments pour pouvoir demeurer, pour pouvoir rester en place, en utilisant peut-être les arguments de la lutte contre le terrorisme, Ouais, c'est ça. de l'instabilité ou ce genre de choses en fait. Donc il était urgent d'éviter qu'on se retrouve dans la zone CEDEAO avec un régime militaire qui Parallèle. est venu sous la bannière d'un coup d'État et qui s'éternise et qui veuille quand même aller à la table des discussions au même niveau que les chefs d'État de la CEDEAO. Donc, En c'était tout urgent. cas, même si ça a tardé à se produire, ce qu'on peut constater, c'est que voilà, ils ont respecté leurs engagements, ces militaires, et puis voilà, on espère qu'ils seront disponibles en tout cas pour servir la nation. Moi, je pense que c'est toujours une bonne chose quand ce type d'événement arrive, parce que la plupart du temps, quand il y a putsch ou quand il y a confiscation du pouvoir, en général, c'est des promesses tenues. Et la crainte ça. Voilà. des populations se Voilà, se elles retrouve restent dans le en fait haleine, que voilà. c'est des personnes là qui sont venues faire des promesses, ne vont pas Voilà. les tenir. En plus, Mais c'est des personnes qui ont des armes, on ne peut pas C'est forcément ça. les dégommer, enfin les dégager, les faire partir. J'utilise un terme On a plus entendu gentil. votre grand sens de la démocratie. Je suis désolé. Tu as un autocrate qui se cache. Non, mais parce qu'en tant que population, vous avez des gens qui vous ont fait une promesse, et on vient là pour 2-3 mois, on vient balayer la maison, peu importe les termes que certains ont utilisés, mais ils s'éternisent et ça commence à déranger la population. Oui, mais Donc pour quand moi, c'est fait, on salue. oui, pour moi, vraiment, c'est une bonne chose et j'espère que cette transition ira jusqu'au bout, que des élections vont être organisées pour au moins redorer l'image de cette C'est ça. Afrique-là qui va vers une vraie démocratie avec des promesses et surtout de l'éthique, quoi. Pour moi, c'est vraiment Et je important. pense qu'ils avaient aussi, peut-être de façon subtile, la pression du M5, Oui. même s'il il n'est plus pas très fonctionnel, puisque l'imam aussi, On l'entend plus trop. on ne l'entend plus trop, mais quand même, je pense qu'il y avait certainement la pression De la CEDEAO voilà, aussi, hein. du M5 et de la CEDEAO de façon qui est le officielle. Premier ministre de... Rappelez-moi qui est le Premier ministre là en ce moment. Franchement, j'ai C'est un j'ai ancien... complètement. j'ai- C'est un ancien militaire. Un ancien Oui, militaire c'est un général ancien militaire, mais un Ah ancien bon ambassadeur, Mais qui n'est très plus en charismatique. exercice, Oui. il est à Ah la bon retraite. donc, Oui. Ancien militaire. Oui. D'accord. C'était pour ça. Je vous Bon, promets, attends, on peut- comme que disait quelqu'un, tout ça, pour ça. Tout ça pour ça. C'était juste pour ça, Serge. C'est un retraité, tout simplement. Monsieur Célestin Kouala est avec nous autour de cette table. Il est le directeur général du logement et du cadre de vie au ministère de la Construction, du logement et de l'urbanisme. Bonsoir, monsieur Kouala. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, tout de suite, on va parler de cette loi du 26 juin, avec des articles dédiés donc au contrat de bail à usage d'habitation. Tout à l'heure, je veux dire administratif. D'ailleurs, que dit ce contrat de bail dit sécurisé? Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi sa particularité? Alors, je voudrais d'abord, avant tout, vous remercier très rapidement pour l'opportunité que vous nous donnez et que vous donnez au ministre Koné Bruno et au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme d'informer de façon plus ample les Ivoiriens sur la loi sur le bail à usage d'habitation et rappeler que la loi 77-995 de décembre 1977 est la première loi qui a été votée sur le bail à usage d'habitation. En plus de cela, très rapidement, l'Institut national de la statistique, en 2015, a montré que 80% des Ivoiriens sont locataires. Il n'y a que 20% de propriétaires. Et ajouta à ça, eh bien, notre attention a été attirée sur le fait que des cautions, des dépôts de garantie trop élevés étaient exigés par les bailleurs. C'est comme ça qu'en 2009, et donc par la loi 2019-576 du 18 décembre 2019 portant sur le code de la construction et de l'habitat, nous avons décidé, n'est-ce pas, d'aider les Ivoiriens. Alors, c'est une loi qui comporte, on va dire, une soixantaine d'articles, d'abord et avant tout. Mais dans cette soixantaine d'articles-là, il y a naturellement certains qui sont plus importants, ou à la limite, qui font ressortir l'intérêt pour les ménages les plus pauvres, l'intérêt pour le grand nombre, c'est-à-dire les locataires. C'est par exemple l'article 421 qui stipule clairement que le contrat doit être enregistré, doit être écrit, enregistré, parce que s'il est simplement verbal, naturellement, la latitude sera laissée au bailleur de revenir éventuellement sur ce qu'il a dit. Peut-être que les articles clous de cette loi, ce sont les articles 415 et 416, qui rappellent que le dépôt de garantie ne doit pas excéder 2 mois et que l'avance ne doit pas excéder également 2 mois. Lorsque la première loi a été votée en 2018 par notre Assemblée nationale, eh bien, il était stipulé que l'amende était de 200 000. Puis notre attention a été attirée sur le fait que 200 000 francs d'amende, c'était quand même c'était pas suffisant pour décourager
ceux qui éventuellement seraient tentés de frauder sur cette loi. C'est comme ça que par l'annexe fiscale 2019-1080 de 2019 également portant sur le budget de 2020, eh bien, nous avons décidé de porter cette amende à 3 fois le trop perçu. Toujours dans l'optique de décourager au maximum les éventuels bailleurs qui seraient tentés, n'est-ce pas, de continuer de prendre aux Ivoiriens qui ont des revenus faibles, aux ménages faibles, n'est-ce pas, plus de 2 mois de dépôt de garantie, plus de 2 mois de caution. Monsieur le directeur Alors, général, vous avez dit quelque voilà, chose. voilà, Vous voilà terminez déjà sur cette question, l'essentiel, oui. certainement. Oui. Voilà. Vous disiez quelque chose tout à l'heure d'assez frappant. On est en Côte d'Ivoire et il y a 80% de la population, donc dans la population qui sont locataires et 20% de propriétaires. Comment vous expliquez ça? C'est énorme. Ça veut dire, qu'est-ce qui justifie ça? Il y a juste que acquérir un logement est un exercice qui peut être difficile. Ce n'est pas tant le choix des Ivoiriens, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas être propriétaires, mais c'est parce que l'exercice peut être difficile et peut être pénible. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on aborde ce sujet, on a le sentiment que les bailleurs sont lésés. Non, parce que le rôle aussi du gouvernement, c'est de travailler pour la majorité, pour les plus faibles. Et je suis heureux que vous reveniez sur le fait que 80% des Ivoiriens sont locataires. C'est ça aussi qui a conduit, comme je le disais, c'est l'une des raisons pour lesquelles cette loi a été adoptée par l'Assemblée nationale. Donc c'est dû essentiellement au niveau de revenus, aux complexités de tout le système immobilier. Parce que pendant longtemps, avant 2010, avant que nous ne lancions le programme présidentiel de construction des logements sociaux, eh bien, la seule alternative qui s'offrait à vous pour avoir un logement, c'était d'avoir un crédit bancaire. Et là encore, rendez-vous compte, il n'y a que 20% d'Ivoiriens qui ont un compte bancaire, qui sont bancarisés. Si vous n'êtes pas bancarisé et que vous n'avez pas une opportunité dans la location-vente, vous sortez de façon systématique du système. Vous ne pouvez pas acquérir un logement. Et en ce temps-là, avant 2010, avant 2011, le coût des maisons, c'était 35 millions, c'était 45 millions, et donc c'était loin de la bourse, c'était loin de la portée des Ivoiriens à revenus modestes, de ceux qui sont plus nombreux dans les quartiers précaires, qui ont des revenus instables, qui ont des revenus irréguliers, pour lesquels nous devons, j'allais dire, faire chaque jour plus d'efforts. C'est pour cela qu'il y a autant d'Ivoiriens qui sont locataires. Parce que ma voisine, certainement à la maison, aurait dit, plutôt que de faire des lois qui peuvent contraindre les propriétaires à réduire le nombre de mois de caution, pourquoi est-ce qu'on ne trouverait pas des moyens pour rendre les Ivoiriens beaucoup plus, créer des facilités pour que ces Ivoiriens puissent être propriétaires? Mais attention, moi je pense qu'il y a quand même 80% d'Ivoiriens qui sont locataires, de 20% de propriétaires. Parce que ces propriétaires-là sont Ivoiriens aussi, je pense. Oui, donc 20% des propriétaires ivoiriens possèdent 80% des maisons. Là, c'est quand même incroyable. Ça rejoint la loi des 80-20, qui des n'a rien à voir, 80-20. mais comme par hasard, Oui. la loi des 80-20, les 20% de la population qui possèdent 80% des richesses. 80% des richesses, et le contraire, c'est incroyable. Oui. Et il a évoqué un point très intéressant, le point des locations-ventes. On se rappelle qu'avant, dans les années après les indépendances et jusqu'aux années 90, c'était vraiment quelque chose qui marchait très fort et qui a permis à plusieurs familles de pouvoir acquérir des biens. Aujourd'hui, on voit que cette méthode-là a quasiment disparu. Est-ce que vous ne pourriez pas envisager justement de pouvoir promouvoir ce type d'opération, justement, d'acquisition? Il a marché super fort, mais à hauteur que de 20% en toutes ces années. Mais c'est exactement ce qu'on va faire, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Jusque dans les années 1985, la SICOGI, les sociétés d'État, la SICOGI, la SOGEFIA, etc., étaient sociétés qui mettaient à disposition les logements pour les ménages faibles, justement dans un schéma de location-vente. Et puis après, des sociétés privées ont pris le relais. Mais il est bon de retenir que pour arriver au système de location-vente, il y a la subvention indirecte de l'État. Oui. C'est à cause des bailleurs internationaux, c'est à cause du Fonds monétaire international, entre autres, que nous avons été obligés de nous retirer de la production directe du logement. Oui. C'est pour cela que depuis 2011, le programme a été relancé. Okay. Oui, depuis 2011, le programme a été relancé et nous avons commencé par l'accès direct à la propriété. Mais pour être concret, au moment où nous sommes en train de nous parler, le premier programme qui porte sur la relance de la location-vente va démarrer dans quelques mois avec des souscripteurs du ministère de l'Éducation nationale. Ce sera du côté de Elocato, à Bergerville, sur environ 128 hectares. Donc il tient à cœur au ministre de la Construction de relancer la location-vente parce que nous-mêmes nous avons compris que c'est par la location-vente que la vraie cible, c'est-à-dire tous les Ivoiriens, tous nos compatriotes qui sont dans les quartiers précaires, à travers simplement le paiement d'un loyer, peuvent devenir propriétaires. Parce qu'on le dit tout le temps, on peut ne pas être capable d'acquérir un logement de façon directe avec un crédit bancaire, mais une chose qui est sûre,
tout le monde paye un loyer. Et avec ce plan de logement, quel est l'objectif quantitatif que vous fixez? On a parlé de 20% de propriétaires, de 80% de locataires. D'ici 5 ans, à quel niveau vous voulez arriver en termes d'objectifs, en termes de propriétaires en Côte d'Ivoire? Alors, la chose, c'est plutôt de dire que nous avons en stock un besoin de près de 500 000 logements. C'est-à-dire que nous avons un déficit en stock de 500 000 logements qui, chaque année, s'accroît d'environ 50 000 logements, 25 000 habitants et 25 000 à l'intérieur du pays. Et donc, c'est ça l'objectif à terme, si vous voulez. C'est pour cela que, quand on a commencé en 2011, l'objectif numéro 1, c'était de faire 60 000 logements d'abord, de 2012 à 2015, puis nous sommes passés à 150 000 logements. Répartis sur toute l'étendue du territoire ou uniquement à Abidjan? Sur toute l'étendue du territoire. C'est vrai qu'à Abidjan, on a 3 grands sites, Songo, Bassam et Bingerville, sur lesquels nous avons au total aujourd'hui environ 15 000 logements. D'accord ? Et sur ces 15 000 logements, si vous allez à Songo, si vous allez à Bingerville, si vous allez à Bassam, vous allez trouver des familles de niveau modeste qui ont commencé à habiter. C'est quand même 5 000 clés que nous avons déjà données. Et donc, c'est ça, les objectifs en termes de statistiques. Naturellement, j'entends souvent dire, oui, vous avez parlé de 60 000 logements, vous n'en êtes qu'à 15 000. Et je dis, il ne faut pas faire ce calcul mathématique. Partez plutôt du principe que c'est non seulement une idée de projet, mais mieux que cela, c'est un projet qui est en cours. Mieux que cela, c'est un projet dans lequel l'État a déjà investi de façon indirecte 350 milliards, n'est-ce pas, pour les exonérations fiscales. Vous nous demandez d'être patient. Exactement. Pour la simple raison qu'au fur et à mesure, des maisons sont livrées. Et c'est ça aussi, les programmes immobiliers, c'est des tranches. Donc les maisons sont livrées au fur et à mesure. Je voudrais m'attarder rapidement juste sur le contrat de bail, parce que c'est l'objectif aussi de la rencontre. Le contrat de bail sécurisé. Après vous, je pense que je vais faire Exactement. Pareil. Donc, je prends l'article 4 donc, de ce contrat de bail, ce nouveau contrat de bail sécurisé, qui dit la caution est facultative et ne doit pas excéder 2 mois de loyer. Je suis propriétaire d'un domicile, d'un appartement. Oui. Je ne vais jamais considérer que la caution est facultative, parce que si on me donne le choix, je vais toujours imposer une caution. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu ambigu finalement de marquer la caution est facultative? C'est pas vraiment ambigu. Je voudrais surtout qu'on retienne l'effort que le gouvernement va faire de ce point de vue-là pour dire que c'est 2 mois de caution au maximum. C'est 2 mois de dépôt de garantie. Donc on ne va pas s'attarder sur la faculté ou pas de payer la caution. Ça existe dans la loi, monsieur le directeur. Oui, non, je vous ai bien compris, je vous ai bien suivi. Et ce que je dis simplement, c'est que l'essentiel aujourd'hui, c'est surtout de retenir que dans le code, eh bien, ça n'est pas facultatif. On pourra toujours revenir dessus, on pourra toujours regarder. L'essentiel pour qui? Quand vous dites l'essentiel aujourd'hui? L'essentiel pour les Ivoiriens. Parce que la réalité, c'est quoi? Il est bon quand même de dire que lorsque vous habitez dans un local, il y a un article de loi qui dit que vous devez l'habiter en bon père de famille. Et lorsque vous devez partir à la résiliation du contrat, eh bien, vous devez remettre au bailleur la maison dans son état tel que vous l'avez trouvé. Naturellement, il faut quand même un fonds, il faut quelque chose qui garantit, n'est-ce pas, qui va faciliter les réparations de toutes les dégradations éventuelles que vous aurez faites dans cette maison. Voilà, donc je pense qu'il est de bon. Elle est essentielle. Oui, elle est essentielle, elle est de bonne loi. Il est de bonne loi, n'est-ce pas, qu'on ait quand même un dépôt de garantie. Ce qui a compliqué les choses, c'est le fait que les bailleurs ont exigé. Qu'est-ce qui a compliqué les choses? C'est parce qu'à un moment, il y a eu une grosse confusion. Une grosse confusion. C'est-à-dire que la majorité des bailleurs sont partis du principe que le niveau de dégradation de leurs appartements, de leurs locaux, de leurs immeubles, au moment où les locataires s'en vont, sont tels qu'il leur faut mettre de côté suffisamment d'argent pour être sûr de pouvoir réparer. L'inconvénient, c'est que non seulement ce n'est pas normal, mais vous ne pouvez pas à l'avance, j'allais dire, deviner le niveau de dégradation dans lequel sera votre local, votre immeuble, au moment où le locataire sera en train de partir. Donc cet argument ne peut pas tenir la route. L'autre argument qu'on a beaucoup entendu, ah oui, le coût des matériaux est extrêmement élevé, le coût du crédit à la banque est extrêmement élevé, et donc, naturellement, il me faut un dépôt de garantie qui est très élevé. Mais il n'y a pas de corrélation entre les deux. Aucune caution ne peut vous permettre ou ne va garantir le remboursement à un banquier. Ça n'est pas possible, il n'y a pas de lien entre les deux. Il n'y a pas de lien entre la caution et, j'allais dire, les matériaux de construction. Le lien entre le matériel de construction se fait avec le coût du loyer, en fonction du niveau de finition. Lorsque, par exemple, pour le revêtement sol, au lieu de mettre du carrelage, on va dire à 10 000 francs de mètre carré, vous avez mis du MAB à 25, 30, 50 000 francs de mètre carré, naturellement, ça va impacter sur le coût du loyer. Oui, mais pas la caution. Donc, c'est le niveau de finition, c'est le cadre dans lequel
votre immeuble a été construit. Si vous avez un immeuble, par exemple, et puis à proximité, vous avez des écoles maternelles, des centres de santé, des supermarchés, etc. L'accessibilité, merci. L'éclairage public, par exemple, pour la sécurité des gens et tout ça, ça peut justifier le coût du loyer. Et c'est aussi ce qui est dans la loi. Pas la caution. Est-ce qu'on a aujourd'hui des moyens de... Parce que certains cas nous remontent, hein, que lorsque vous habitez dans une maison, vous déposez votre garantie, votre caution. Quand vous partez, généralement, on ne vous la redonne pas. C'est difficile de la recouvrer. C'est très difficile de la Je l'ai recouvrer. vécu, oui. Même quand vous n'avez rien, quand vous avez vécu en bon père de famille et qu'il n'y a pas grand-chose à réparer dans la maison, pour avoir votre caution, c'est difficile. En quoi est-ce que ce nouveau code vient forcer la main aux propriétaires dans un délai, j'espère en tout cas, raisonnable pour récupérer cette caution? Le délai dans le code, il est de 1 mois. De 1 mois. C'est ça la loi. Mais Comment c'est est-ce pour qu'aujourd'hui l'Ivoirien peut se saisir, par exemple, de la direction du logement ou lorsqu'il se sent lésé et que sa caution ne lui est pas remise au-delà d'1 mois? Il y a non seulement, à partir de cet instant-là, puisqu'il y a non-respect de la loi, vous êtes compétent, vous êtes fondé pour rester en justice et exiger naturellement du bailleur le paiement, n'est-ce pas, dans ce délai-là, de dépôt de garantie que vous avez laissé. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, et je suis d'autant plus à l'aise que l'opportunité à travers cette loi a été donnée aux bailleurs de faire ce qu'on appelle des états des lieux contradictoires. Vous n'allez plus attendre à la fin des 1, 2, 3 ans pour faire, j'allais dire, un état des lieux pour faire un état des lieux. 6 mois après, en relation avec le preneur, eh bien, vous pouvez avoir accès au local pour faire un état des lieux et échanger sur le niveau des réparations très tôt, pour éviter justement qu'au départ du locataire, la situation ne soit trop difficile et trop compliquée pour tout le monde. Moi, j'ai entendu certains C'est ça que je Ivoiriens qui dis. ont beaucoup rigolé. C'est ça que je dis, oui. Je terminais, si Oui. il restait un dernier point. Ça. Oui, je disais donc que c'est pour ça que nous, on estime que c'est une loi qui est vraiment en faveur des plus pauvres. Des plus pauvres parce qu'elle va aider naturellement à, par exemple, récupérer son dépôt de garantie. Vous savez que j'ai entendu certains Ivoiriens qui ont assez rigolé quand il y avait toutes ces lois parce qu'ils disaient ouais, de toute façon, c'est que la littérature, entre les lois et l'application de ces lois-là, il y a un fossé. Comment vous avez aujourd'hui, quels moyens vous avez expliqué tout à l'heure que la personne qui se sentait lésée pouvait saisir les juridictions compétentes pour pouvoir se plaindre. Aujourd'hui, est-ce qu'on est dans vos bases de données, est-ce qu'il y a des propriétaires qui ont été sanctionnés parce que n'ayant pas été en règle avec cette loi-là, par exemple? Bien, alors, ce que je voudrais dire par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y a certaines lois qui font sourire les Ivoiriens, mais nous, on le dit tous les jours. Il n'y a pas que la loi sur le contrat de bail-utilisation. La loi, c'est d'abord chacun d'entre nous, en tant que citoyen, de prendre la décision de la respecter. Lorsqu'on dit, par exemple, qu'il est interdit de téléphoner au volant, c'est d'abord personnel. Aucun gouvernement au monde n'aura suffisamment de policiers pour contrôler chaque véhicule, à chaque feu rouge, le non-respect de cette loi. Mais il faut que je sois conscient qu'en conduisant, en téléphonant au volant, je mets ma famille en danger, je mets la famille de ceux qui sont derrière ou devant moi en danger. Ça, c'est la première chose. Donc, accepter d'abord de respecter les lois de son pays, ça, c'est la première chose. Ça ne devrait pas faire sourire. La seconde chose, ce sont les associations de consommateurs. Lorsque le gouvernement va faire l'effort de voter une loi comme celle-là, et qu'on aura compris et accepté que c'est une loi en faveur de la majorité, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des campagnes de sensibilisation, on va prendre le relais. Et c'est ce que nous demandons aujourd'hui aux associations de consommateurs. Prenez le relais. Allez-y dans les quartiers populaires, allez-y dans les partout. Je donne un exemple simple. Vous allez par exemple à Cocody, Engrais Extension, d'accord? Alors parce que sur Extension, c'est marqué Engrais, c'est un quartier où vous avez très peu d'équipements, de services urbains de base, d'aires de jeu, etc. Mais parce qu'on a marqué Engrais, le coût des loyers flambe. Mais allez-y, en tant qu'association de consommateurs, faites des campagnes, faites des séminaires, faites des ateliers. C'est bien que vous parliez de cela, parce que je pense que... Aider les Ivoiriens à prendre possession de la loi. C'est ça aussi, l'association de consommateurs. Très bien, monsieur le directeur. On va revenir à cela. Alors, on va sortir du studio à travers notre micro-trottoir et dire que depuis juin 2019, on en parlait de cette loi qui limite l'avance et la caution à 4 mois de loyer. C'est une disposition légale, on en parlait également. Est-elle respectée sur le terrain? Nos Palika et Henri Diagnamé sont allés poser la question dans ce micro-trottoir qu'on va suivre maintenant. La loi a fixé les cautions et les avances de loyer à 4 mois. Mais sur le terrain, ce n'est pas appliqué. Parce que la plupart des propriétaires de maisons en font un peu à leur tête, ils fixent des cautions comme ils le veulent. Bon, ils le font, disons, parce qu'ils ne sentent pas de pression de la part de l'État. Voilà. Lorsque les lois sont votées,
ou adopter, il faut un minimum aussi de sanctions. La caution des loyers que la loi a fixée n'est pas respectée. Hein. Sur le terrain, en tout cas, ce n'est pas respecté. Hein. Parce que nous voyons des propriétaires de maisons qui font pour 6 mois de caution, même 1 an. Moi-même, je sais, j'ai déjà vu ça. Les propriétaires aussi, il faut dire qu'ils fixent les loyers parce qu'ils savent qu'on en cherche. Si tu ne prends pas tout de suite, il y a des gens qui sont déjà prêts. Comment tu vas faire? Tu es obligé de prendre. Il y a 12 mois, j'ai aménagé dans un appartement. J'ai juste eu à payer 2 mois de caution et 2 mois d'avance de loyer. En ce qui me concerne, mon bailleur a respecté les dispositions légales en matière de bail et usage d'habitation. Ça dénote aussi la bonne foi de certains bailleurs qui respectent les dispositions légales en la matière, qui se conforment à la loi. Les cautions et les avances de loyer sont fixées à 4 mois, mais je pense que les gens ne respectent pas cela, surtout les propriétaires. Et donc ce que moi je pense, l'État doit créer une brigade pour veiller à cela, à ce que toute personne qui ne va pas respecter cette loi soit punie, parce qu'il va pousser les gens à respecter cela. J'ai un exemple tout dernièrement même, on a cherché une maison où le propriétaire de maison demandait pratiquement 7 mois de caution, c'est-à-dire 3 mois de caution et 4 mois d'avance. Donc vraiment, je pense que l'État doit suivre à la lettre la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Donc si nous l'avons passée par l'Assemblée nationale, les députés représentent la population. Cela veut dire que même les propriétaires de maison sont d'accord, parce que les députés ont voté. Et ces propriétaires de maison ont voté les députés. Si le député a voté la loi nationale, cela sous-entend que c'est le propriétaire de maison qui a voté aussi la loi. Il est d'accord avec cela. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de suivi par l'État. L'État ne suit pas à la lettre la décision prise. Les propriétaires ne respectent jamais ce que l'État a dit. Mais l'État aussi ne fait rien contre ces propriétaires-là. Et les locataires ont des problèmes. Comment l'État dit 2 mois d'avance, 2 mois de caution, et tout le monde a applaudi, et l'État ne respecte pas ça. Et puis l'État dit rien. L'État qui a en même temps, notre papa, l'État qui a en même temps, nous voit tout là. Quand ils donnent une loi là, ils doivent mettre des garde-fous pour que ces lois soient respectées. Sur le plateau du Live Talk, hein, les réactions sont diverses. Certains se remettent. Vous parlez tout à l'heure d'association consommateur, de responsabilité personnelle, mais certains téléspectateurs disent qu'on a besoin de l'État pour nous aider à faire en sorte que cette loi-là puisse être appliquée. Et surtout, pour ajouter, est-ce que ce n'est pas parce que les populations ne voient pas des bailleurs, en tout cas, qui enfreignent la loi, qui ne sont pas sanctionnés ouvertement, que ça continue finalement, parce qu'on a l'impression que personne n'est puni. Peut-être pour vous aider à répondre, moi je vais vraiment mettre les 2 pieds dans le plat, je pense, hein, parce que ce soit au niveau de cette loi depuis 2019 qui fixe les 2 mois d'avance et 2 mois de caution, que ce soit au niveau de ce public reportage qu'on vient de voir, tout le monde sait quel est le problème, mais personne n'en parle. Et moi je vais en parler et je vous poser la question. Pourquoi est-ce que vous ignorez ce phénomène de démarcheurs et d'agences fictives dans l'immobilier? Parce qu'aujourd'hui, même si les propriétaires vous imposent de payer 4 mois selon la norme de cette règle-là, on a toujours un mois d'agence quelque part. Ce mois d'agence-là qui est donné à une personne qui se dit, entre griffes, démarcheur, qu'on appelle démarcheur, qui vous a peut-être aidé à trouver la maison, ou bien qui a vu une annonce et qui vous a dit « j'ai cette maison-là, vous allez la voir », vous lui donnez 1 mois de loyer. Et ça, c'est laissé à l'appréciation ça s'impose de façon tacite et ce n'est pas régulé. Personne. Ce qui fait qu'on se retrouve à payer 5 mois obligatoirement. Je vous réponds tout de suite. Je voudrais d'abord dire que vous avez vu dans la réaction de nos concitoyens, de nos compatriotes, il y a le besoin de l'appui de l'État. D'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant de nombreuses années, des bailleurs vont abuser en prenant 10, 11, 12 mois de caution. L'État, à un moment, à partir de 2019, se saisit donc de la question, parce que notre attention a été attirée là-dessus, fait voter une loi. De mon point de vue, c'est déjà un début, puisque maintenant, c'est encadré. Vous ne pouvez plus vous permettre, sinon il y a une sanction, et l'amende, elle est fiscale. Même s'il y a encore donc, des fraudeurs, ça et là, mais aujourd'hui, il y a un cadre. Il y a déjà une loi, d'accord, qui est votée en juin 2019. Quelques mois plus tard, notre attention est attirée sur le fait que c'est juste une amende de 200 000. Et donc, par conséquent, ça ne va pas décourager suffisamment. Qu'est-ce qu'on fait ? En décembre 2019, donc quelques mois plus tard, on prend une annexe fiscale liée au budget de 2020, c'est l'année 2019, 1080 de décembre 2019. Et cette annexe fiscale-là va imposer 3 fois plus que ce que vous avez pris. Premier constat,
il y a déjà un téléspectateur qui dit « mon bailleur a respecté ». Il est bon de rappeler que ce n'est pas tous les bailleurs qui ne respectent pas. Quelques mois en arrière, nous recevions des appels, beaucoup d'appels sur le fait que des bailleurs ne respectaient pas. Moi, je peux vous dire que depuis quelques mois, il y a quand même un changement. Oui, Ceux qui appellent, on est tout à fait d'accord il y a avec déjà ça. un changement. Ça veut dire quoi en un mot? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tout doucement. Naturellement, les Ivoiriens, ils veulent voir la chose changer tout de suite. Ils veulent voir tous les bailleurs respecter la loi, d'accord? C'est pour ça que j'ai interpellé tout à l'heure les associations de consommateurs. Il y a un relais pour éviter que tous ces Ivoiriens en estiment, n'attendent que l'État fasse le policier partout, ce qui est carrément impossible. C'est pour ça qu'ils doivent prendre le relais. Et c'est pour ça que nous, on insiste sur la sensibilisation. L'article 414 est clair. Le contrat doit être écrit et enregistré. À partir du moment où il est écrit et enregistré, vous sortez de ce schéma. Du coup, si vous n'écrivez pas un contrat, si vous ne faites pas enregistrer ce contrat, et nous avons Mais ce qui se mieux que passe ça. sur le terrain, ce qui se passe sur le terrain, c'est que sur le contrat, vous avez les 4 mois seulement. Oui. Il y a toujours un mois qui J'allais en venir. Je vais vous rassurer vite fait sur cet aspect des choses. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, la dernière fois, le ministre Bruno a présenté le modèle type de contrat qui est sécurisé, d'accord? C'est pour ça qu'il faut encourager les Ivoiriens à aller vers ce contrat. Il est gage de sécurité. Si vous sortez de ce contrat et que vous allez accepter 10 mois, 12 mois, mais de façon consciente ou inconsciente, vous vous rendez complice du non-respect de la loi. L'argument qui va consister à dire l'offre est bien inférieure, du moins l'offre est bien inférieure à la demande, fait qu'on est obligé, j'ai dit mais c'est ça aussi la citoyenneté. C'est participer, c'est aider son pays, c'est aider à faire respecter la loi. Voilà, il ne faut pas vous rendre complice. Vous savez, concernant les démarcheurs, dans la plupart des corps de métier, vous avez des gens qui sont comme ça en parallèle, qui sont juste à côté. Moi, je suis membre de l'Ordre national des urbanistes de Côte d'Ivoire. On sait ce que c'est. À l'Ordre des architectes, vous avez ce qu'on appelle communément les dessinateurs. À l'Ordre national des géomètres, vous avez ce qu'on appelle les topographes, etc., qui font beaucoup de dégâts. Que ce soit chez les notaires, que ce soit chez les avocats, vous avez beaucoup de gens comme ça qui créent des métiers parallèles. Mais ça porte toujours sur l'information. Il faut leur dire, si vous voulez acheter une maison, si vous voulez acheter un terrain, allez-y dans une agence immobilière agréée. Moi, je suis le président de la commission d'agrément des promoteurs et des programmes immobiliers. Je peux vous dire que chaque mois, il y a beaucoup d'agences immobilières qui sont agréées, donc qui sont compétentes. Il appartient à ces chambres-là aussi de faire, j'allais dire, beaucoup d'informations, de sensibiliser sur les Ivoiriens pour leur dire, quand vous voulez acheter une maison, il y a des structures officielles chargées de ça. C'est une commission qui, de mon point de vue, est tout à fait légale et tout à fait normale. Il y a quand même une activité, il y a un service qui est rendu, ça vaut paiement. Oui, non, mais attardons-nous davantage. Non, mais la commission, très franchement, moi je pense en tout cas, qu'elle est excessive, c'est ça? Et si vous me le permettez, moi je vais vous prêter peut-être même une idée pour une annexe fiscale pour l'année 2022, parce que je trouve qu'il y a un manque à gagner, je veux dire. Pour toutes ces agences qui ne sont pas homologuées dans l'immobilier et à qui on verse un mois de loyer, vous voyez tout ce que l'État peut rater. Est-ce que c'est une disposition? Est-ce que ce mois de loyer, Serge, est-ce que ce mois de loyer là, c'est une disposition légale ou c'est une disposition parallèle que le demandeur de maison lui-même il l'utilise pour pouvoir tenir la maison? Moi, je peux vous rassurer. Déjà, elle n'est pas illégale, d'accord. On pourra toujours regarder la loi par ailleurs pour retrouver tout ce qui porte sur cet aspect de la chose, mais elle n'est pas illégale. Maintenant, j'ai dit qu'il nous appartient tous de rappeler à chaque fois qu'il y a des spécialistes, il y a des experts, il y a des chambres. Il y a des gens dont c'est le métier. Il faut aller vers ces gens-là. C'est important. Je voudrais de ce point de vue rappeler que quelques années en arrière, nous avions pour ambition, et cela est toujours d'actualité d'ailleurs, de former, parce que c'est quand même beaucoup de jeunes Ivoiriens aussi qui sont dans ces petits métiers. Excusez-moi de vous arrêter. Il faut les former, il faut leur donner l'occasion. Vous dites qu'il y a des chambres agréées pour nos téléspectateurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on demande 2 mois d'avance, 2 mois de caution, et il faut tout de même se diriger vers des agences agréées. C'est ça? Donc ça fait 1 mois en plus toujours? En fait, vous n'êtes pas obligé d'aller vers une agence. Oui. Ce n'est pas une obligation. C'est simplement parce que si vous tenez compte du calendrier de chacun, le temps de travail, la pauvre ménagère qui doit se lever le matin à 4 heures pour aller au marché, elle a ses clientes, elle est habituée. Ce n'est pas très facile de passer des journées entières à parcourir la ville à la recherche d'un loyer, du moins à la recherche d'un local. C'est pour cela que beaucoup d'Ivoiriens vont se confier à cela. Nous, notre devoir, avec les chambres, c'est d'organiser ces jeunes. C'est d'organiser ces jeunes parce que c'est quand même des jeunes Ivoiriens qui ont un emploi, aussi précaire soit-il, mais notre devoir, c'est de les organiser, c'est de travailler avec les chambres pour, je lui dis, les former d'abord à ces choses-là, et puis en faire quelque chose de formel. Ça peut être des collaborateurs d'agences immobilières, ça peut être des assistants d'agences immobilières, on les appellera comme on voudra,
Mais ensemble, ça aussi, c'est notre devoir. Voilà, donc on n'est pas obligé d'aller vers une agence. Très bien. Il y a des questions qui arrivent. Donc Oui. je demandais déjà le coût de ce contrat de bail, ce nouveau contrat de bail sécurisé. D'accord. Et où est-ce qu'on peut se le procurer? D'accord. Alors je voudrais très rapidement revenir sur quelque chose. Il a été dit, je pense, de mon point de vue, de façon malencontreuse, que le contrat était cher. Je vais vous dire pourquoi j'estime qu'il ne fallait pas présenter la question de cette façon-là. D'abord, c'est 5 000, ce n'est pas 10 000. C'est la paire qui fait 10 000. Et donc c'est 5 000 pour le preneur et 5 000 pour le bailleur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous ai parlé des avantages qui sont liés à ce contrat de bail. Par exemple, le bailleur ne peut pas, par exemple, avant 3 ans, augmenter le loyer. C'est dans le contrat. Il ne peut pas, Ça existait avant, hein. Ah oui, Ça existait avant. Ah oui, mais ça, on l'a repris quand même. Il ne peut pas, par exemple, il est obligé de fixer le coût du loyer en tenant compte d'un certain nombre de critères. Si, par exemple, le preneur décède, il y a un certain nombre de conditions avant de reprendre le local. Il ne peut pas venir comme ça en pleine journée vous dire, écoutez, monsieur, moi, je veux ma maison dans 48, 72 heures, etc. D'accord ? Il ne va pas, s'il n'y a pas de contrat, il peut comme ça venir dire, bon voilà, dorénavant, moi je mets 10 000 francs sur mon loyer. C'est l'exemple le plus simple. Mais la pauvre dame, qui est commerçante, pardon, dans un petit marché au Maou, au Doku, etc., sur laquelle vous mettez 10 000 francs par mois, ça fait 120 000 francs à la fin de l'année, pour 5 000 francs de contrat. Mais si vous la découragez en lui disant, ah non, 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 c'est trop cher, etc., mais c'est 120 000 francs qu'elle va prendre, au lieu de 5 000 francs. C'est quelqu'un à qui, pardon, c'est quelqu'un à qui on va dire, comme je dis, au risque de me répéter, en l'espace de 48-72 heures, écoutez, il faut me rendre mon local. Mais ce contrat qui coûte 5 000 francs, il va empêcher le bailleur de faire ça. Au-delà de l'argent, imaginez quelqu'un qui est livré, à qui on dit, vous avez 72 heures pour quitter ma maison. Mais la pauvre dame, notre pauvre maman qui est dans un marché, qui n'a pas son contrat parce qu'on l'a découragé, on dit que c'est 5 000 francs. Non seulement le marché où elle va, elle a ses clientes, elle est habituée, elle va être obligée de trouver un local ailleurs avec tout ce que ça suppose, elle va perdre sa clientèle, les enfants sont certainement inscrits dans une école qui est à côté, ça va devenir difficile. Le père de famille, il habite peut-être à 200 mètres ou bien à 300 mètres de son atelier, de son petit garage, etc. Il a besoin de 200 francs pour aller au travail. Parce que vous l'avez découragé en lui disant que c'est 5 000 francs, c'est trop cher, eh bien, il va être obligé de trouver un autre local. Mais les conséquences sont incalculables. Donc ce contrat, il est hyper sécurisé, on ne peut pas le reproduire. Mais absolument, c'est pas reproductible. On ne peut pas le contrefaire. Mais non, c'est pas reproductible. Et les deux s'en vont se le procurer. Oui. Ensemble. Voilà, tout à fait. Et c'est 5 000 francs chacun. Donc, je veux dire, c'est pour ça que je ne cesse de répéter et de dire que, malheureusement, je ne sais plus très bien c'est laquelle des associations de consommateurs, mais il ne faut pas dire... Marius Komoé ? Je ne sais plus très bien, mais il ne faut pas dire aux Ivoiriens que c'est cher. Rabia il faut Diallo, plutôt leur votre expliquer question. les conséquences lorsqu'il n'y a pas Ou de les contrat. avantages, ça dépendra. Rabia, Monsieur le directeur, votre question. j'ai déjà 2 questions. La Oui, madame. première, très rapidement. Oui. Vous avez parlé On va tout voir à si on va l'heure... permettre les 2 questions parce qu'on en fait l'émission. Rabia. Allez-y. Non, franchement, elles La sont toute très première, s'il vous importantes. plaît. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que si la personne morale ou physique accepte de partir sur plus de 2 mois d'avance, elle tombe dans l'illégalité, c'est vrai? Non, non, de plus de 2 mois. caution. Non, pas de caution. Ok, Par d'accord. exemple, si moi je me sens capable de payer plus de 2 mois d'avance au lieu de ces 2 mois-là qui sont légiférés, est-ce que je tombe dans l'illégalité? Je pense que si. Je pense que si. Surtout, il ne faut pas le faire. Oui. Il ne faut pas le faire parce qu'il faut penser aux plus pauvres, aux moins nantis. Ok. Il ne faut pas encourager les bailleurs à aller sur ce chemin-là. Si vous allez, parce que vous avez les moyens, vous continuez de payer 10 mois, 12 mois de loyer d'avance, mais vous allez pénaliser des milliers d'Ivoiriens par derrière, qui eux n'ont pas ces moyens-là. Donc il ne faut surtout pas encourager les bailleurs dans ce sens-là. J'avais une question sur le loyer. Maintenant, Voilà, l'autre point, c'est Oui. aujourd'hui, je vois qu'on parle beaucoup des populations, Oui. mais on ne parle pas assez quand même des bailleurs. D'accord. Pour avoir côtoyé des bailleurs, Oui. il y en a beaucoup Oui. qui investissent de l'argent dans des biens immobiliers et Oui. qui ne perçoivent pas les loyers. D'accord. Et aujourd'hui, ces personnes-là trouvent que les locataires sont surprotégés. Par exemple, aujourd'hui, la procédure pour expulser Oui. un locataire qui n'a pas payé un loyer ne prend pas moins de 2-3 mois. Entre-temps, le locataire reste dans la maison, il ne paye pas de loyer, il n'est pas inquiété. D'accord. Le pouvoir judiciaire étant quand même indépendant du pouvoir exécutif, est-ce que quand même ces 2 pouvoirs-là ne devraient pas travailler en concordance pour pouvoir quand même protéger le bailleur
pour qu'il puisse récupérer son bien quand le locataire est en faute? Alors déjà, ce que je voudrais dire, et c'est important de le rappeler, la loi n'est pas exclusivement à l'avantage des preneurs. La loi contient un certain nombre d'éléments qui sont quand même à l'avantage des bailleurs. Comme par exemple, le fait qu'aujourd'hui, vous avez le temps, n'est-ce pas, pour expulser un locataire lorsque vous êtes dans vos bons droits, lorsque les loyers ne sont pas payés, par exemple, à bonne date, a été réduite. C'est déjà important. Je l'ai dit aussi, à partir d'un certain moment, vous avez toutes ces visites contradictoires, là, ces états des lieux contradictoires que vous pouvez faire avec votre preneur pour éviter trop de surprises désagréables, n'est-ce pas, à la fin du contrat. Il y a quand même un certain nombre d'articles comme ça qui permettent de protéger aussi les bailleurs. C'est important. Mais il est bon de comprendre qu'ensemble, notre préoccupation, c'est les plus faibles. C'est le principe de base, les moins nantis. C'est ça qui est le principe. Au-delà de ce principe-là, on ne va pas pénaliser les autres. Mais l'autre chose qui est essentielle aussi, c'est que quand vous décidez d'investir dans l'immobilier, il est bon de comprendre et d'accepter dès le départ que c'est un investissement sur le long terme. D'accord ? La rentabilité, lorsqu'on va mettre 300 millions, 500 millions, 1 milliard, construire un immeuble en R plus 6, 7, 8, 10 selon, c'est vraiment sur le long terme qu'on va rentabiliser. Ce n'est pas tout de suite. C'est pour cela que nous avons donné l'opportunité aux bailleurs, lorsque les loyers ne sont pas payés à bonne date, n'est-ce pas, la facilité d'expulser beaucoup plus rapidement. Les deux pouvoirs exécutifs et législatifs sont séparés. Chacun fait son travail au mieux. Moi, je continue de croire qu'aujourd'hui, les tribunaux sont beaucoup plus à l'aise avec cette loi. Pour traiter ces questions-là. Pour traiter ces questions-là en faveur. Très bien. Merci M. Kouala, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général du logement et du cadre de vie au ministère de la Construction, du logement et de l'urbanisme. Et bientôt candidat, je l'ai entendu, à l'élection à Cocody. En tout cas, j'ai compris que notre très cher directeur général aimait beaucoup la circonscription de Cocody. Parce que l'exemple, c'était Cocody. La réponse à la question. Le sourire en dit long, c'est ce que vous voulez dire. Oui. S'il vous plaît. Oui, candidat, mais je voulais juste ajouter que il ne s'agit pas tant d'être candidat ou pas. Il s'agit surtout d'un engagement. Et puis c'est bien compris. Il s'agit surtout d'un engagement en faveur de la population. Je pense que vous allez revenir. On va vous recevoir avec une autre casquette. Merci d'avoir été avec nous et d'éclairer la lanterne de ces nombreux Ivoiriens qui nous ont suivis ce soir pour ce rendez-vous qu'on va clore ce soir en vous disant merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu vous garde. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Merci.